Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bien, bonjour à tous dans le chat, on est en direct, on est pile à l'heure. Il est 17h30, comme prévu les gars, on est parti. J'espère que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de problème de votre côté au niveau du son ou quoi que ce soit. En tout cas, ça faisait très longtemps, messieurs, que le trio des enfers n'avait pas été réuni. Pas grave, je sais pas Ouais, combien, mais au moins un bon mois et demi là, non? au moins. Bah, je Sinon... me demande même si ça remonte pas à la Pologne, tiens. Oh, Oh là là, mais quelle vie! eh Quelle oui. vie! Enfin, bref, on a déjà des réactions dont Soldier 2 qui, ils sont là, les élus, toujours à l'heure. Alors aujourd'hui, on va parler de Stipe Miocic, on va parler Polydomso, le trio des enfers. C'est génial, ça fait un bail, mais oui, ça fait un bail, les gars. Donc aujourd'hui, on va parler donc de Stipe Miocic, de Tony Ferguson, et puis vous allez pouvoir poser quelques questions. Et pour le surnom de Polydomso, Ah oui, parce que ça c'est une affaire courante, ça. exactement, il y a quelques autres propositions. Je propose le polygame. Bref, ça avance. On lance le générique tout de suite. C'est parti. Soit. C'est dingue que c'est pas été kiffé à mort, ça. Enfin, mémé à mort le. On est reparti, les gars. On est reparti, ça ne s'arrête pas. Alors, Je oui. tiens à dire d'ailleurs pour la personne qui a dit polygame que personnellement c'est la raison pour laquelle quand on avait créé le concept Poly in the Game, quand Ouais. j'ai créé le générique, c'est ça ce que j'avais en tête. Hein. C'était un espèce de petit Easter egg que j'espérais que les gens Et, verraient, mais du coup c'est cool et, que. et le plus drôle, c'est que moi, j'avais même pas capté ça, tu vois. Donc, Bon, mais, je mais l'ai c'est parce que capté. je pense que Paludomso parce que tu es trop pur. Oui, c'est de ça. Ouais. Ça doit tout à fait être ça. Il y a même une mise en garde dans le chat de Dio Brando TV. 30 minutes de retard et pas de casque. Poly, méfie-toi. Il Ouais. a raison, hein, il a raison. Il Oh faut là être là. intraitable Oh avec là là. ce genre de comportement. Hein. C'est Alors, un concours de circonstances, les amis. mais Concours oui. de circonstances. Alors commençons donc par Tony Ferguson. Tony Ferguson donc qui est sur une bien mauvaise pente aussi également. Khabib qui a fait une petite sortie à son encontre, qui a dit bon bah là effectivement il faudrait qu'il prenne sa retraite. Et là il y a pas mal de gens qui s'interrogent sur Tony Ferguson, star de l'UFC, mais c'est vrai aujourd'hui on a l'impression, on se pose même la question. Est-ce qu'il ne ferait pas mieux de s'arrêter? 3 défaites consécutives pour lui face à Justin Gaethje, Charles Oliveira, puis Beneil Dariush. Alors, que faire de Tony Ferguson, messieurs? 6ème de la catégorie lightweight au moment où je parle. Écoute, Poli, je te propose un truc. Je vais juste lâcher une idée et après, soit tu accroches, soit tu machin. Mais en tout cas, la parole sera à Mr. P. En gros, c'est simplement, personnellement, tu vois, je voudrais simplement dire que le problème, c'est que tu viens de citer Charles Oliveira et Charles Oliveira qui est aujourd'hui champion de l'UFC. Mais je pense que là, vraiment, c'est une de ces instances. On le dit à chaque fois, tu vois, et c'est utilisé un peu à tort et à travers et dans pas mal de cas. Ouais, mais c'est son âge, c'est son âge, c'est son âge. Je pense que là, pour une fois, la donnée et la composante essentielle, c'est effectivement son âge. Parce que si Charles Oliveira et des mecs comme Robbie Lawler à l'époque ont été capables d'avoir un rebond de carrière, là le problème c'est que je pense que c'est compliqué en lightweight de faire une espèce de Randy Couture run pour Tony Ferguson. Donc là, je pense qu'en fait, à la différence de Oliveira, qui était encore mine de rien relativement jeune lorsqu'il a eu ce rebond, en fait, je pense que là, la pente descendante couplée à la quarantaine qui arrive très très vite, personnellement, je pense que c'est terminé. Je suis pas forcément en désaccord avec ça. Je pense qu'effectivement, l'âge, c'est évident qu'il est vraiment hors de son prime. En fait, il était hors de son prime. Moi, je pense que dès son combat contre Anthony Pettis, c'était déjà en recul. Il perdait en vitesse. Et c'est un truc de fou, c'est quand tu regardes son combat contre Edson Barbosa et que tu le compares avec sa dernière sortie contre Beneil Dariush. Il y a une différence de vitesse qui est hallucinante. C'est hallucinante. Il a perdu, mais en fait, c'est imperceptible parce qu'on le voyait de manière, je vais pas dire régulière. Il y a eu un trou quand même parce qu'il s'était blessé, mais il a enchaîné des combats à un moment donné et on se rend pas compte quand c'est graduel en fait la descente. Mais ça fait déjà un moment qu'il est en déclin. Et c'est vrai que moi je m'en rendais pas compte. J'ai été hypé par exemple par le combat Khabib Tony Ferguson, le dernier qui était en date. Alors que maintenant, rétroactivement, lorsqu'on regarde finalement le parcours de Tony Ferguson et ses dernières sorties, on peut quand même maintenant être sûr on peut se dire qu'il était déjà sur la phase
descendante, quoi. Il était déjà plus le même combattant. Donc c'est compliqué. Maintenant, là où je suis peut-être en partiel désaccord, et je pense même pas que tu as avancé l'idée, mais j'anticipe un peu ce que tu disais, Rust, c'est que je pense pas que, enfin, la retraite pour moi c'est un peu tu sais, c'est la fin catégorique, quoi. Ce qui est sûr, c'est que les aspirations au titre de Tony Ferguson, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais quand tu regardes le bilan, il a perdu contre Justin Gaethje, Charles Oliveira et Beneil Dariush, c'est des tueurs. Hein. C'est des mecs qui battent tout le monde dans la catégorie. Donc en réalité, tout dépend en fait de ce qu'il veut faire lui. S'il veut devenir champion, je pense que là, je te rejoins chez les lightweights, c'est cuit, quoi. C'est cuit. Et en plus de ça, son style marchait beaucoup aussi sur la crainte et la nervosité qu'il inspirait à ses adversaires. Le fait d'avoir une espèce de maniaque qui marche sur toi pendant 3 ou 5 rounds et tu vois, qui a l'air d'absorber la souffrance que tu lui donnes pour te la rebalancer et s'en servir de moteur, parce que c'était vraiment l'impression. Tu regardes les combats, par exemple, contre Rafael dos Reste Anjos. ébloui par ton de savoir. Mais, Ouais. C'est pour ça, putain. J'aurais bien mis mes lunettes de soleil, là, parce que c'est trop. mais contre Rafael dos Anjos, il prend des coups, mais en fait, il s'améliore de round en round. Alors Ouais. et le 5e round, on est en apothéose où il danse carrément devant Dos Anjos et c'est juste délirant, quoi, comme performance. Je pense que ça, c'était l'acmé de sa carrière. Ce combat contre Dos Anjos, je pense qu'il n'y a jamais eu un meilleur Tony Ferguson qu'à ce moment-là, en fait. Et qu'ensuite, c'était un peu plus compliqué, en fait. Il prenait plus de dégâts et en fait, surtout, il ralentissait ça. Je m'en étais pas rendu compte avant de revoir des combats de la période où vraiment il était au top. Ça et aussi sa takedown de défense qui a vraiment diminué. C'est-à-dire tout son travail de snap jitsu qu'il faisait, tu vois, de d'ars, tu sais, de chute, où vraiment il utilisait le sprawl pour vraiment te faire tomber et t'épuiser. La manière dont il a gagné contre Lando Vanata, contre Castillo aussi, il le faisait beaucoup, ben, ça a disparu un peu de son arsenal. Il s'est vraiment concentré sur le striking, sur cette période, tu sais, où il a enchaîné Anthony Pettis, Donald Cerrone. Et déjà là, c'était une version amoindrie de Tony Ferguson en réalité. Donc mais moi, du coup, je pense. c'est la question. Oui, c'est simplement, mais c'est la question en fait du coup est-ce qu'un mec comme Tony Ferguson est comment dire est programmé pour autre chose qu'un run pour le titre en fait? C'est ça le problème quoi. C'est une vraie question parce que je pense que pour tout autre combattant, en fait, on serait même pas vraiment inquiet. C'est-à-dire, on se dit, ah bon, bah Ouais. d'accord, il ralentit, il va devenir gatekeeper, il peut encore mettre des tannés à des newcomers, c'est bon, tu vois. La retraite, c'est un Ouais. truc un peu plus lointain, tu vois. Ça nous choquerait pas. C'est juste qu'il a un tel état d'esprit, ce mec-là, et il est fou, quoi. Enfin, clairement, il faut être honnête, Ouais. tu vois. Et c'est un mec je pense qu'il, lui, il peut pas, il en démordra pas. Il lâchera jamais, même à 50 balais, même super fatigué, super usé, super blessé, il continuera de se battre. On parle quand même d'un gars qui n'a pas tapé alors qu'il avait le bras en origami là contre Charles Oliveira et qui a pas tapé quand il était entre Bereina et Dariush alors que tu avais son genou qui disait Qui avait popé bonjour. déjà. Hein. Ouais. Bah ouais, voilà, qui disait bonjour à son postérieur, tu vois. Et en gros, Mhm. c'est comme ça, c'est sa mentalité. Il lâchera jamais l'affaire. Donc en fait, la réalité, c'est que là, on est sur une question où on peut se demander est-ce qu'il faut de l'ingérence, est-ce qu'il faut être, tu vois, c'est une vraie question qui se pose à chaque fois avec ce type de combattant. C'est jusqu'à quel point on peut laisser le libre arbitre à des mecs comme ça. Parce que par exemple, on peut citer l'exemple de Chuck Liddell où c'est Dana White qui lui-même avait pris les devants pour arrêter la carrière de Chuck Liddell parce qu'il prenait trop de dommages. Mais qui était sur plus que 3 défaites consécutives. Oui, c'est vrai. Mais pourtant, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est aussi parce que Chuck Liddell était un ami de Dana White, parce que Dana White n'a pas fait le même genre ne s'est pas plié de la même manière pour, par exemple, BJ Penn, quoi. Donc c'est vrai que je pense pas qu'il soit particulièrement pote. Donc je pense que si ça dépend où on est dans son contrat, Tony Ferguson, mais s'il lui reste quelques combats, ben il y a fort à parier que Tony Ferguson voudra absolument, à moins que l'UFC ne le cut, mais je pense que ce sera jamais le cas. Ouais. Donc je pense que Tony Ferguson voudra aller au bout de son contrat, donc ça veut dire que probablement il y en a encore pour quelques apparitions de Tony, quoi. Est-ce que vous avez cette peur, en cas de départ de l'UFC, Ferguson aille par exemple en bare knuckle? Bah alors tu vois, non, déjà ça rejoint une idée que moi je suis inquiet en fait de la suite de carrière, mais c'est une inquiétude personnelle de Ferguson parce que je pense qu'il aura pas d'occasion vers le titre et j'ai peur. Il faudrait voir combien de combats il lui reste. Mais j'ai peur que l'UFC se dise, bon, de toute façon, c'est emmerdant d'avoir Tony Ferguson maintenant parmi nous, mais on peut pas le laisser partir non plus, tu vois. Parce qu'en réalité, il trouve toujours tout de suite une place au Bellator, tout de suite une place ailleurs, et ce sera quelqu'un de connu, et ce sera quelqu'un qui apportera de l'attention médiatique à l'organisation qui rejoindra. Et je pense que, connaissant l'UFC,
je me dis, une des stratégies qu'ils peuvent employer, c'est de lui faire perdre tous ses combats. C'est ça, ouais, c'est ce que je Et pensais. de lui baiser son palmarès. Et c'est, à mon avis, parce que tu vois, il y a des combattants, tu mets Tony Ferguson face à par exemple un mec comme Brad Riddle ou des strikers ou même comme Dan Hooker, t'es pas garanti du résultat. Il peut gagner, tu vois, et du coup il peut même, tu vois, enchaîner des victoires. Moi je trouve ça tout à fait possible. En revanche, là on sait qu'il y a des match-up, tu vois, Gillespie, Dariush, même Ferreira, tu vois, je trouverais ça chaud pour lui, tu vois, tu sais, des grappleurs qui qui mettent la pression et qui du coup maintenant n'ont plus peur justement de ce travail. Parce qu'en fait, les gens en fait réécrivent, tu vois, mais ils disent oui, Tony Ferguson, il a jamais été bon en lutte, c'est faux, il a été très très bon en lutte à une période et il avait un très bon travail d'anti-lutte qu'il a perdu en fait sur ses derniers combats, sur ses dernières sorties en fait. Ouais. Et c'était le truc le plus choquant contre Dariush et Oliveira d'ailleurs. Ben, bien sûr, moi c'est pour ça que je l'avais donné gagnant contre Oliveira Ouais. et contre Darius, je crois que j'avais quand même donné à Darius gagnant, mais je me souviens pas. Peut-être je m'étais trompé parce que justement, tu vois, moi la sortie contre Oliveira, on pouvait se dire bon, il y avait pas Eddie Bravo dans son coin, il a peut-être pas bien fait son entraînement, il sort du chaos contre Justin Gaethje. Mais pour moi, la défaite contre Darius, ça enfonce le coup. Ouais. Parce que autant il n'y a pas de honte, enfin Oliveira c'est un des meilleurs grappleurs qui soit actuellement. Darius est très bon, mais il a jamais été élite non plus, tu vois. Ça a jamais été. Darius c'était vraiment. Peut-être il est sous côté Darius, hein, j'en conviens, mais c'était toujours le mec qui était vraiment bon partout. Avec c'est vrai un grappling qui était très efficace en contrôle, avec un très bon top game, mais ça a jamais été. On n'a jamais dit oh putain, ça a jamais été. Comment il s'appelle, Demian Maia, Darius. Ouais. Et, qui vient d'ailleurs d'être libéré de l'UFC quant à lui. Ouais, non, mais donc du coup, franchement, j'ai peur de ça. Moi, je pense, ce qui me fait peur, c'est qu'ils vont anticiper, ils vont se dire, on peut pas le laisser partir comme ça, Tony Ferguson. Il faut qu'il parte avec un bilan vraiment négatif. Genre 5 défaites d'affilée ou 6 défaites d'affilée. Là, Ce qui est possible, hein, parce qu'il est toujours 6ème. Et donc, à cette position, il y a les Islam Makhachev, et puis il y a pas mal de mecs qui peuvent avancer et passer par lui. Hein. Tout à fait. En tout cas, l'avenir s'annonce compliqué pour Tony Ferguson. Ross, je n'en peux plus avec sa casquette maison. Ouais, mais je suis obligé. Hein. Est-ce que là, du coup, comme ça, je ne force pas. Et ce qui est terrible, c'est que moi, il y a des combats que j'aimerais bien, mais qui sont maintenant hors de portée pour lui. Alors. Mais un combat contre Ned Diaz, par exemple, j'aurais bien kiffé, moi. Ouais. En soi, ouais, non, en fait, là, c'est terrible, mais c'est pour Nate Diaz que ça n'aurait pas de sens, je trouve. Parce que Nate Diaz. Non, mais c'est ça, c'est hors de portée, tu vois, maintenant, c'est ce que je dis. Malgré la défaite, il a quand même une hype, Nate Diaz, qui fait que là, il peut pas prendre. Et c'est triste d'en arriver là, parce qu'il y a de ça quelques années, les gens auraient tué pour avoir un Tony Ferguson versus Nate Diaz. Mais maintenant, alors que Nate Diaz n'a pas forcément beaucoup plus de victoires, même si Tony Ferguson non plus, bah, Nate Diaz, lui, il lui reste ce côté qui, j'ai l'impression, ça mettra un bout de temps avant de disparaître, qui est, il peut toujours prendre n'importe qui et sur un espèce de petit flash de brillance, il peut les mettre en PLS. Mais c'est injuste parce que je sais pas parce que en fait non, mais on l'a pas vu en tout cas. C'est dans l'imaginaire collectif parce que je pense que Ned Diaz il se fait retourner par Darius et par Oliveira et par Justin Gaethje. Hein. Mais vraiment tout pareil, hein. Je pense voire même pire. Hein. Donc je pense que c'est injuste, je pense que c'est juste la qualité des adversaires qui sont affrontés. C'est ça. Et en fait, c'est aussi, il y a un effet de contraste avec Tony Ferguson qui avait peu ou prou le même bilan, si tu veux, quand tu regardes les noms qu'il a battus à l'UFC que Khabib. C'est pour ça qu'en fait, la rivalité était intéressante. Parce que concrètement, si ce n'est que Tony Ferguson avait 2 ou 3 défaites avant, ils avaient à peu près accroché les mêmes noms, quoi. À quelques différences près. Je pense qu'il y a Kevin Lee du côté de Tony Ferguson et t'as Conor McGregor du côté et Dustin Poirier du côté de Khabib, où ça varie, mais sinon c'est à peu près les mêmes mecs qu'ils ont croisés, tu vois. Donc c'est pour ça que par effet de contraste, comme il a eu cette succession de 13 victoires, c'est ça? Je crois que c'est 13 victoires. Ouais, c'est de passer de 13 victoires à 3 défaites d'affilée, c'est vrai que c'est à douche froide, tandis que Ned Diaz il n'a jamais été réputé pour sa winning streak, quoi. Ça a jamais été ça qui l'a porté, en fait. Il n'a jamais eu, je crois, le maximum, enfin, faudrait, dans le chat, vous nous direz, mais quel a été le maximum de victoires enchaînées à l'UFC, hein, j'entends, par Ned Diaz. Je pense que ça doit pas être beaucoup plus de 4 ou 5, maximum. Enfin, max, encore, je suis même pas sûr. Et Rust, qui semble regarder au loin pour Tony Ferguson. On a une question de Wallabox 75 qui nous dit « Je pense que ses prochains combats vont se faire en welterweight. » À Tony ? Oui. Parce que on n'oublie pas qu'il vient de cette catégorie-là pour son entrée à l'UFC, tough en welterweight.
Bah absolument. Bah en fait, c'est toujours un petit peu l'option, la dernière option, quoi, le dernier rempart quand ta carrière semble décliner, c'est de changer de catégorie de poids. Mais bah, le problème, c'est que on l'a dit, ce qui pêche en ce moment, c'est la lutte aussi et le sol de Tony Ferguson. C'est peut-être pas le moment idéal pour monter de catégorie du coup là en fait. C'est ça le souci quoi. D'autant plus que comme on l'a dit, il est né pour une seule chose Tony Ferguson, c'est aller chercher le titre. Donc j'ai quand même du mal. Je pense que personne, en fait, parmi les fans aujourd'hui, ne se dit et ne se réjouit d'un potentiel, même si tu vois, genre, sa carrière repart complètement, elle reprend du poil de la bête, etc. Je pense que personne n'est motivé, même d'ici deux, trois combats, si jamais ça se passe aussi bien dans le meilleur des mondes pour Tony Ferguson, par une éventualité de rencontrer Ousmane, en fait. Enfin, ce serait. Donc je pense que, puisque ça n'intéresse pas les gens, je pense que ce serait compliqué. Puis c'est vrai qu'à part ça, j'ai quand même du mal, quoi. Enfin, j'ai du mal à le voir contre un top 5. Faudra voir quel top 5 welterweight, mais Colby Covington, du coup, très chaud, je pense. Euh, ouais, Ousmane, non. Enfin, ouais, faudra voir, mais je sais pas si c'est la meilleure Après, option, quoi. j'aurais tendance à dire, j'ai pas le ranking sous les yeux là, donc je vais peut-être dire une énormité, mais j'ai l'impression que si tu omets Ousmane et Colby Covington, éventuellement Burns, t'as pas tant que ça de gros lutteurs en welterweight. Tandis qu'en lightweight, commence à avoir beaucoup de grappleurs heavy qui misent là-dessus. T'as Gillespie, t'as Ferreira, t'as Saroukian, t'as Islam Makhachev, t'en as plein en fait. Kevin Lee même, tu vois, qui est... Ah, quoique Kevin Lee combat en welterweight ce week-end. Mais bref, quand tu regardes le top 15, t'en as beaucoup quand même en lightweight. C'est pour ça que c'est compliqué aussi de trouver un match-up qui permette de faire rebondir la carrière de Tony Ferguson. C'est clair. Après, l'UFC pourrait, pourquoi pas, lui proposer des combats assez sympathiques aussi. Ce serait Mais en fait, c'est ça. une Et possibilité. mais j'ai pas confiance en ça parce que je me dis qu'ils peuvent. C'est bon, la cartouche Tony Ferguson, elle est utilisée là. Mm. Ils peuvent pas vraiment l'utiliser. Je pense pas qu'ils puissent en faire un gatekeeper parce que le problème, en fait, c'est que ça correspond vraiment à un style de combattant parce il a pas perdu en termes de menton, en termes de. Les gens s'inquiètent pour Rose dans le chat, j'en peux plus. Mais non, il a le regard, il a le regard de Clint Eastwood là. Rose va tomber dans Ah les bah ça. pommes. Je lutte. Je lutte. Mais oui, Mais oui, non, Polydomso. Ah, tu penses pas, ou vous ne pensez pas, les gars, que l'UFC peut faire justement de Tony Ferguson quelqu'un, en fait, ou une sorte de Nate Diaz de cette catégorie? Bah, le problème, c'est que, en fait, en réalité, Tony Ferguson, c'est trop aléatoire. Ned Diaz, tu sais qu'il va jouer le jeu. Ned Diaz, même s'il a une personnalité, tout ça, il va jouer le jeu médiatique, il va faire en sorte, il va lâcher la punchline, tu vois, c'est un partenaire fiable à ce niveau-là. Tony Ferguson, t'en sais rien. En réalité, il y a beaucoup des gags de Tony Ferguson qui se faisaient, en fait, à l'insu ou pas volontairement par Tony Ferguson, parce qu'il a une personnalité trop chelou, quoi. En réalité aussi, tu sais pas, mais il peut gagner contre des mecs vraiment bons. Ned Diaz, enfin honnêtement, bon, c'est pas, moi j'adore les frères Diaz, hein, j'ai fait un épisode de Pauline de Game sur eux parce que je suis ultra fan, mais tu sais très bien qu'à partir d'un certain niveau, le mec il peut plus faire face en fait. Tu vois, c'est juste drôle parce qu'il y a tout ce mythe et que parfois de temps en temps il te sort une dinguerie contre justement Leon Edwards, mais il a perdu le combat contre Leon Edwards, tu vois, c'est quoi qu'on en dise, tu vois. Et je pense que Tony Ferguson, en revanche, le problème c'est que bah, tu vois, si t'es pas super bon en lutte et que t'as le malheur de te lancer dans une bagarre contre lui aujourd'hui encore, je pense qu'il peut vraiment te déglinguer. Hein. Honnêtement, je pense qu'il y a des gens qui seraient surpris. Hein, Mais je pense qu'il y a en plus, aussi. quand tu perds contre Tony Ferguson, tu perds salement. Ouais, C'est pas c'est tu vrai. perds par décision tranquille, ça passe. Tu vois, c'est juste tu vas te retrouver avec un steak haché à la place du front, avec des photos qui vont tourner partout. Difficile de vendre un mec comme ça après qui reçoit le Ferguson traitement. Hein. C'est Et puis je compliqué. pense qu'il y Hein. a aussi un truc qui est probablement compliqué, mais c'est que un peu à la manière de Darren Till, c'est-à-dire que l'UFC va lui proposer des combats, mais au final, pour que le combat se fasse, il faut que les différentes parties acceptent, donc que Tony Ferguson accepte. Et je suis même pas sûr que Tony Ferguson acceptera de combattre des mecs qui sont à son, enfin, comment dire, ce qu'il estime être à un niveau qui puisse le mener vers le titre ou quoi que ce soit. Quoi. Je vois mal Tony Ferguson accepter de combattre un mec qui est 15e ou quoi que ce soit. Donc même là, il y aura un petit souci, je pense. Eh ben voilà, en tout cas, on va avancer, on a plusieurs questions. Donc, ArabMeister92 qui me demande, yo les gars, c'est quand que vous parlez du prochain Glory? On en parle avec Polydomso dès lundi. Comme vous le savez, 17h30, preview XXL, où il y aura quasiment toute la carte, Polydomso? Euh,
on va voir. Enfin, généralement, on prend les combats les plus, parce qu'il y a des combats, Ouais. honnêtement, c'est mission impossible. Surtout en kickboxing, t'as des gens, c'est pas de la mauvaise volonté, mais tu peux même pas voir leur combat. Donc, je vois pas ce que je pourrais te dire sur eux, si ce n'est vous dire leur fiche Wikipédia et c'est tout. Et ça, il y a pas beaucoup de plus-value là-dessus. Donc, généralement, moi, je préfère faire comme on a fait sur les précédentes cartes, c'est de prendre vraiment les trucs les plus notables sur lesquels il y a vraiment des trucs à dire, et puis éventuellement voir si on peut détailler un peu en arrière. Il s'est passé une dinguerie là, hein. Non, non, attends. Alors, Alors, attends, je vais... messieurs, on fait une courte pause pour sauver Rust et ensuite on revient très rapidement pour parler de Stipe Miocic. Et nous sommes de retour, bien. Donc, on va pouvoir parler de Stipe Miocic qui s'est exprimé pour la première fois depuis l'UFC 265, Cyril Gane contre Derrick Lewis. Vous voyez, Ross va beaucoup mieux. Ah, vous n'avez plus à vous inquiéter pour lui, il est sain et sauf. Donc, Stipe Miocic, qui s'est exprimé, qui a dit que ça l'avait dérangé de ne pas avoir été, ne serait-ce que consulté, pour le titre intérimaire. Alors, messieurs, que pensez de cette sortie ? Mais ce qui est un peu triste quand même, c'est que moi, en fait, quand j'ai vu l'article de Stipe Miocic qui avait dit ça, j'ai eu des espèces de flashbacks du Vietnam, du moment où c'était passé à la même chose, où entre guillemets, il avait eu un peu la place de... Enfin, c'est pas pour le dire de façon méchante, mais un peu dans le sens le dindon de la farce, mais dans le sens avec Daniel Cormier quand il s'était fait mettre KO. En gros, il avait pris une position qui était en mode moi de toute façon, je veux que le rematch et ce sera le rematch et rien d'autre. Et en gros, je me satisferai de rien comme proposition autre qu'un rematch avec Daniel Cormier. En gros, un peu, il avait boudé quoi. Et ben là, c'est vrai que c'est un peu le même, c'est un peu, j'ai l'impression le même délire dans le sens, ben il a été piqué de ne pas être mentionné pour le combat pour le titre intérimaire. C'est ce qu'il dit, il aurait voulu que au moins être à la place d'un des deux, que ce soit Derrick Lewis ou Cyril Gane. Donc ça, il a pas apprécié. Et du coup, maintenant, il est en mode, de toute façon, ça va être le rematch, c'est ce qui m'intéresse, c'est le titre, c'est le truc. Je sais que je peux faire les ajustements. Enfin, du coup, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que de mon côté, j'ai toujours un petit peu, quand je l'entends parler sur ces sujets-là, en toile de fond, un côté, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas très, tout ce qui est les ressorts du business, il y en a qui le comprennent, et lui, j'ai l'impression que c'est vraiment, c'est pas son truc, quoi, parce que la raison pour laquelle il n'est pas dans le tableau pour les titres intérimaires, bah, c'est parce que du coup, il y avait pas de hype, parce qu'il venait de se faire mettre KO, etc. Et le fait que, entre guillemets, ils le prennent pas en compte, et qu'ils ne le prennent pas en compte dans son raisonnement, je sais pas, je trouve que ça fait un peu comme s'il avait pas le recul, quoi. Ça fait un peu bizarre. D'autant que ce que tu as évoqué, c'est très pertinent parce qu'en plus, il a eu un coup de chance quand même assez énorme, c'est que il n'y ait pas eu le combat contre Brock Lesnar et qu'il n'y ait pas eu tout ça. Parce que c'était Absolument. ça en fait l'idée. Donc Ouais. il a déjà en fait, si tu veux, il a déjà pêché par naïveté une précédente fois en fait, et il a été repêché comme ça par un concours de circonstances. Et au lieu de se dire bon là j'ai eu chaud, cool, maintenant il faut que tu vois, que j'en prenne, que j'en tire les leçons qui s'imposent et que je sache ce que je devrais faire lorsque la situation se représentera, il n'a pas appris en fait. Et c'est malheureux parce que en réalité c'est évident que déjà dès la conférence de presse d'après KO de Francis Ngannou, c'était évident que c'est pas lui qui allait être sélectionné pour un rematch. Mm. Ça avait même pas été évoqué par Dana White quoi. Donc à un moment donné, il faut prendre le. Moi, je comprends la position de Stipe Miocic, mais je me dis quand tu vois qu'il y avait le plan pour Derrick Lewis, qu'il y a Cyril Gane qui monte et tout, moi franchement, j'aurais vraiment passé le cap et j'aurais dit je prends un Et combat puis comme que tu viens ça. d'être mis KO en fait, mais dans le Mm. sens, et je dis pas ça méchamment, mais je dis ça dans le sens, par exemple, la comparaison là actuellement, elle peut être avec Masvidal, et je sais pas du coup si Polydomso t'as entendu la sortie de Masvidal à propos du KO qui s'est pris contre Ousmane, mais en gros il a une démarche qui est beaucoup plus, comment dire, il prend beaucoup plus de recul et il est très lucide par rapport à la situation et par rapport à comment est-ce que ça marche, les arcanes du MMA, etc. Parce que du coup, Masvidal par exemple dit bah, clairement, là, je mérite pas de retourner avec un combat contre Ousmane. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais faire tout le travail que je peux pour essayer de retourner en face de lui. En gros, Mm. ça, c'est pour moi la réflexion qui a du sens. C'est la réflexion. Mais parce que Masvidal, il est rompu aux exercices. Il sait ce qui a de l'attraction, ce qui n'en a pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça ce qui manque avec Miocic, quoi. Et puis Masvidal, pendant longtemps, il a galéré dans l'anonymat aussi, donc Aussi, il oui. sait ce que c'est, il sait ce que c'est le grind. Et en fait, je pense que Stipe Miocic a amalgamé sa position de champion avec sa vraie célébrité.
le truc qui est dingue avec Stipe Miocic, et malheureusement, moi je le regrette parce que c'est un Mmh. combattant que j'aime beaucoup, que je trouve sympathique, c'est qu'il n'est pas célèbre. En fait, Ouais. l'éventuelle célébrité qu'il avait, c'était parce qu'il était champion. Mais les gens, en fait, et c'est dingue qu'il le soit pas parce qu'il est pompier, il est cool, c'est un des meilleurs poids lourds de l'organisation. Il est C'est parce américain, qu'en mine de il est rien. Mmh. américain, il a tout ce qu'il faut pour être, mais ça marche pas. Tu vois, et comme ça passe pas. Il est pas célèbre au point que lui l'imagine, je pense. Tu vois. Et je pense qu'en fait, il a juste confondu sa position de champion avec avec le Stipe Miocic, la valeur que ça a en fait. Et le problème, c'est que là maintenant, il faudrait qu'il fasse un run. Je vois pas d'autres solutions Mmh. pour lui. Parce que moi, j'y crois pas. Là, il va attendre un an. Il y a peut-être John Jones qui va lui griller la priorité. Il est vraiment là. Ce serait très risqué pour lui à son âge de dire j'attends. Ouais. Franchement, moi, je serais. En plus, il a toutes les cartes parce que je pense qu'il balaye un nombre incalculable de poids lourds. Il est dans une des catégories les moins compétitives qui soient. Vu le package qu'il a, il peut facilement enchaîner 2 victoires s'il s'y colle. Ouais, mais je C'est, pense qu'en fait, effectivement, c'est ça, c'est que, à mon avis, vu ce que j'entends et vu ce que je lis de ce qu'il dit, c'est clair que je pense, dans sa tête, il est en mode, j'ai mérité le fait de ne plus avoir à passer par ces espèces de barrages, en fait. Et du coup, dans sa tête, c'est en mode, j'en ai bavé, j'ai été champion, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, j'ai plus à, entre guillemets, m'abaisser à refaire un run où je dois aller taper les Rosenstruik ou des, et je pense que c'est ça le problème, parce que même les mais médias et même les fans, il n'y a pas de hype là pour Stipe Miocic. il y en a peut-être, mais pour une petite partie, une petite minorité, quoi. Mais je veux dire pas pour les masses. Mais surtout, en fait, je veux dire, à son âge, c'est inexcusable de croire ça. Je suis désolé, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Et faut surtout, l'UFC, il y a un cas de figure, il y a un précédent qui, pour moi, si tu le prends pas en compte, c'est que tu as un problème de mémoire ou même de maturité. C'est le précédent José Aldo, quoi. Mhm. Je suis désolé, le mec était invaincu, il était à 26-1, Ouais. il perd contre Conor McGregor, en plus un flash knockout qui veut pas te dire grand chose, tu vois, c'est pas comme si c'était fait ruiner sur 3 rounds, tu vois, ou 5 rounds. Que dalle, zéro, pas de rematch, tant pis pour ta gueule, tu vois. Et Mhm. c'est ça, pour moi, je pense que c'est un événement que tous les combattants auraient dû enregistré. Alors c'est vrai que c'est spécial parce qu'il y avait Conor McGregor qui bon, il fallait qu'il poursuive son mouvement, tu vois, je le comprends, mais c'est pour vous montrer que rien n'est dû. Le truc de dire, tu vois, toutes ces règles, tu sais, genre, c'est toi le challenger, faut que tu ailles chercher le champion, ou le champion a droit à son rematch, tout ça. C'est pas écrit, hein, c'est pas des règles, ça c'est au bon vouloir, à la discrétion de l'organisation. Donc il faut être réaliste, il faut savoir en fait qui tu es. Notice et Automne, hein, c'est qui tu es, et agir en fonction d'eux. Je pense que le problème de Stipe Miocic, c'est qu'il ne sait pas exactement qui il est en fait par rapport aux masses et par rapport à l'UFC. Mais il y a une lueur en fait d'espoir, mais je sais pas si c'est entre guillemets de l'agacement le fait qu'il ait dit ça ou si c'est vraiment de la lucidité après réflexion. Bah, il y a un meeting Mais avec Dana White en septembre. alors déjà, il a un meeting et puis en plus, il est dans pas mal de trucs, de partenariats, etc. Donc, enfin, voilà, il est vraiment dans les petits papiers encore, mais il a lui-même évoqué le fait que, bah, peut-être que c'est le trash talk qui manque. Et je dis pas que c'est le cas, mais je dis pour lui, dans sa réflexion, peut-être qu'effectivement, il commence à évoluer vers, bah, effectivement, c'est peut-être que je ne suis pas suffisamment bankable ou connu des masses pour avancer. Donc peut-être que, mais ouais. Ça paraît assez compliqué en tout cas. Messieurs, en tout cas dans le chat, n'hésitez pas à poser une dernière question, ensuite nous devrons filer, c'est maintenant ou jamais, pour poser la fameuse question. En tout cas oui, Stipe Miocic, donc c'est sa femme aussi qui doit accoucher d'ici 1 ou 2 mois, c'est ce que nous dit Haywire, mais c'était aussi présent dans l'article ESPN à ce sujet, et c'est pour ça qu'en fait il allait, quoi qu'il en soit, oui, il n'aurait pas été prêt pour l'UFC 265 prévu en août. Il voulait juste être consulté au regard de son statut quand même de recordman de défense de ceinture heavyweight à l'UFC. Oui, on a des questions, mais ça aussi on en parlera tous les 3 messieurs. D'ailleurs, en fait non, il n'y a pas de questions, donc on va plutôt mettre le calendrier en place, les gars. Tous les 3, quand est-ce qu'on se retrouve pour faire la preview de l'UFC de la semaine prochaine? Pourquoi tous les 3? Exceptionnellement avec Rust, parce qu'il y a Darren Till en main event. Ah bah oui, ah oui, non, alors, les gars, je suis désolé. Alors, est-ce que lundi prochain, 17h30, Polydomso est là? Est-ce que Rust est là? Absolument. Ouais. Et ben voilà, nous serons tous les 3 pour le grand retour de Darren Till, et on pourra parler aussi, parce qu'on a pas mal de questions là-dessus, sur Paddy de Buddy Pimblett. Ah ouais. Donc voilà, on a eu plusieurs questions sur lui dans le chat, donc c'est une personnalité qui intrigue pas mal les gens. Et puis, Personnalité, oui.
Ouais, parce qu'en tout cas, je sais pas en 2 secondes, mais parce que par contre, au niveau des compétences martiales, je sais pas s'il ira très loin. Mais par contre, en termes de personnalité, je pense que ça va être détonnant, quoi. Et puis on a Wallabog qui nous donne une remarque assez intéressante, ouais, qui confirme un peu ce qu'on dit, c'est que je pense que l'UFC n'est pas fan de Miocic champion, malgré ses 6 titres, enfin ses 6 défenses de ceinture titre, enfin combat pour le titre, il ne vend pas, il vient et il fait son boulot et c'est tout. Et c'est vrai que c'est ça le gros problème de Stipe Miocic, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'une fois que le combat s'est arrêté, il revient à la vie normale, donc on va dire de sapeur-pompier. C'est vrai que pour l'UFC, pour vendre tout ça, c'est un petit peu compliqué. Bon bah voilà messieurs, on a terminé, vous le savez, big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, regardez les magnifiques t-shirts de Polydomso, le magnifique t-shirt de Rusty qui est en âge absolu, big shout out à Venom aussi, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, and we are out. Bim. Bon, ça c'est Voilà. bon, ça. Yeah.